Madame Martin, voudriez-vous faire une déclaration pour toutes les mères et les pères qui en ce moment nous écoutent? Enfin, oui, mais seulement pour exprimer ma gratitude pour les nombreux témoignages et messages de sympathie. Oh, oui, et pour dire encore merci aux autorités canadiennes pour leur coopération. Merci. C'était Madame Paul Martin qui remerciait les milliers de personnes. Sergent-major, Monsieur Martin, voici ma femme. Comment allez-vous, Madame Martin? Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Monsieur Martin, nous avons finalement trouvé un hélicoptère pour vous. Il devrait normalement être ici dans l'après-midi. Est-ce que vous avez eu des nouvelles à propos du progrès des recherches? Enfin, je veux dire... Oui, nous serons bientôt en contact direct avec l'équipe de recherche. Ils doivent nous appeler de leur campement. Vous allez nous prévenir, n'est-ce pas, à la minute où vous saurez quelque chose? Immédiatement, Madame Martin. Rassurez-vous, 2 de mes meilleurs hommes s'occupent de l'affaire. Ils connaissent la région et ils retrouveront votre fils. Nous avons pris une réservation pour vous à l'hôtel, juste en face. Merci beaucoup. Je vous appelle dès que l'hélicoptère sera arrivé. Je ne sais comment vous remercier. Vous avez sans doute entendu parler de notre tradition. Nous retrouvons toujours notre homme. Je pense que dans ce cas précis, nous pouvons y arriver également pour un petit garçon et pour son fidèle chien. Je viens d'avoir le quartier général par radio. Ça y est, hein, les parents du petit sont là. Il y a un hélicoptère doit nous amener son père. Il devrait arriver ici avant ce soir. Bon, Mac et moi, on va descendre la rivière jusqu'au Grand Rapide. Alors j'espère pouvoir donner de bonnes nouvelles quand le père sera là. Si on n'a pas trouvé le petit avant d'avoir atteint les rapides, les nouvelles risquent d'être très mauvaises. Alors on se tient au courant par talkie-walkie. Entendu.
où je suis. Vous savez où est mon chien Lassie? Ma jambe. Oh, c'est ma jambe. Elle me fait mal.
qu'il veut qu'on la suive. Dépêche-toi, Lassie. C'est chez Chinokpit par ici. Chinokpit? Bah, tu sais, l'Indien. Le sourd-muet dont la femme et le fils sont morts l'an dernier d'une épidémie. Allons jeter un coup d'œil à l'intérieur. Le petit, elle peut venir là. Malheureusement, rien ne le prouve. Où est passé son chien? Lassie! 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 Reviens ici, Lassie! Elle est par là, on dirait. On dirait un moteur. C'est un avion. C'est moi qu'ils doivent chercher. Mais vous comprenez pas, ils sont en train de me chercher. Ils doivent sûrement me chercher partout. Le voilà, c'est lui! Hé, je suis là! Au secours! Oh, papa! Papa! Là, c'est fini. C'est fini. Tout va bien, Tibi? Tout va bien. Oh, tu sais, je suis bien contente de te revoir. Mais moi aussi, chérie. Où est Lassie? Je ne sais pas. Elle s'est perdue.
On est tombé dans la rivière. On a été séparés ensuite. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Elle s'est peut-être noyée. J'ai failli me noyer, moi aussi. Mais tu es sauvé maintenant, Timmy. Et tout va s'arranger. Papa, mais il faut qu'on retrouve Lassie. Avant, il faut qu'on t'emmène vite voir ta mère. Elle est folle d'inquiétude, tu sais. Mais, et Lassie? Lassie est assez grande pour se débrouiller toute seule, chérie. Ne t'en fais pas. Nous la retrouverons. Nous pourrions nous poser près du camp des Rangers et probablement joindre Madame Martin avec leur radioémetteur. Ils auront peut-être des nouvelles de son chien. On peut, papa? Comme ça, on pourra prévenir maman plus tôt. Bien sûr, Timmy. Bien sûr. Allez, viens. Bonjour, maman. Oh, Timmy, chérie. Je vais très bien. Oh. Oui, je sais que ça va, mon chéri. Je voulais seulement entendre ta voix. Ça me fait du bien d'entendre ta voix, toi aussi. J'ai bien cru de plus jamais t'entendre. Timmy, ton père ne m'a rien dit au sujet de Lassie. Est-ce qu'ils l'ont retrouvée? Non. Non, maman, ils l'ont pas vue. Bien de les appeler. Allô, ici McDonald, j'appelle le camp de base. Vous m'entendez? Ici McDonald, est-ce que vous me recevez bien? Auntie, j'écoute. Auntie, transmettez ceci au quartier général. Nous avons la chienne, elle est vivante. Terminé. Non, attendez. Timmy! Ça y est, ils ont retrouvé Lassie! Lassie! Ils ont retrouvé le petit. Lassie! Oh, Lassie! Qu'est-ce que tu en dis? Lassie, je t'aime tant.
bien voilà encore une bonne soirée passée ensemble. J'espère que ça vous a plu. Mardi prochain, on se retrouve pour une nouvelle histoire. Et je vous propose tout de suite d'en voir un petit résumé. Qu'est-ce qu'il y a une longue barbe blanche qui adore les enfants et qui ne sort qu'en décembre? Le Père Noël. Je suis en mission secrète. Comment ça, la garantie de Denver? Avec le Père Noël? Mardi prochain, il vous attend à 20h35 sur M6, dans la mission secrète du Père Noël. C'est magique que vous êtes le Père Noël. Ça s'annonce plutôt bien, non? Alors, n'oubliez pas votre prochain rendez-vous avec Mardi c'est permis. D'ici là, soyez patients et passez une excellente semaine. À mardi prochain. Dans un instant, le glaive et la balance. Marilyn, la voix inoubliable d'une étoile. Marilyn, la légende. Fun Radio présente Can't touch this. Fun Dance 91. Fun Dance 91, rythmez-vous la vie. Savez-vous qu'un Français sur deux paye trop cher son assurance auto? Et si c'était vous? Vérifiez. Tapez 3615, code réflexe. Jour après jour, la plaque dentaire attaque nos dents et nos gencives. Aujourd'hui, avec Interplaque, nous pouvons enfin la combattre. Avec son système rotatif exclusif, Interplaque élimine presque totalement la plaque dentaire entre les dents et sous le bord des gencives. Si nous voulons que nos dents vivent, la plaque dentaire doit disparaître. Demandez conseil à votre dentiste. Interplaque, l'appareil d'élimination de la plaque dentaire par Bausch & Lomb. Comment aider la Russie? Faut-il envoyer du lait en poudre, des ingénieurs ou des milliards de dollars? Est-ce le dernier espace de colonisation pour l'Occident? L'occasion unique de bâtir à notre image un nouvel Homo soviéticus? La 6e dimension, ce soir, 23h15. Quand l'ordre et la loi étaient tenus pour quantité négligeable, certains individus en profitaient sans vergogne. Ils veulent se débarrasser des petits fermiers ou éleveurs. Ils veulent les tuer sous prétexte qu'ils sont des voleurs. Je suis l'un de ces mercenaires qu'ils ont. Pour résoudre leurs différends, les hommes de l'Ouest avaient souvent recours à des solutions radicales. Vous êtes un fou dangereux. Je vais vous faire juger pour mutinerie. Échec ou hors-la-loi avec Bill Bixby et John Hillerman ce soir à 23h45. Près de la moitié des Français croient en leur pouvoir de guérir. Ils sont naturopathes, magnétiseurs, éthiopathes. La plupart ne sont pas médecins. Pour la loi, ils sont coupables d'exercice illégal de la médecine. Dans le sac de sport que tient l'une de nos enquêtrices, il y a une caméra. C'est avec elle que nous allons filmer en cachette la consultation de l'un des guérisseurs les plus célèbres et les plus prospères de Paris et ainsi pénétrer dans l'univers de l'exercice illégal de la médecine. Légalement, ce guérisseur n'a pas le droit d'établir un diagnostic, encore moins de prescrire des remèdes. Première attitude de notre enquêtrice, se plaindre de maux imaginaires. Je vais faire les cheveux.
La fausse patiente s'allonge, commence l'examen médical. Étrange. À l'issue de son examen, le thérapeute n'hésite pas. Il prescrit à sa patiente un traitement d'oligothérapie à base de cellules. À base de quoi? C'est-à-dire? Le guérisseur, qui ne sait toujours pas qu'il est filmé et enregistré, vient de diagnostiquer un problème hormonal et prescrire un remède à base de cellules. 2 jours plus tard, nous retournons chez le même guérisseur avec une caméra visible cette fois. Et nous lui posons la question de confiance. Lorsque vous examinez vos clients, est-ce que vous établissez un diagnostic et est-ce que vous leur prescrivez un remède? Lorsqu'une personne vient de me consulter, je n'établis absolument pas de diagnostic, je ne prescris aucun traitement. Et pourtant, vous l'avez vu et entendu, 48 heures auparavant, il pouvait même indiquer le prix de ses remèdes. Je veux faire venir 3 fois c'est le chiffre de la mobilité, en traitement de 1000 francs, 3000 francs, 300 francs, 900 francs, 3900 francs. C'est nettement plus cher qu'un médecin conventionné, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, et comme l'atteste le luxe de son cabinet, le guérisseur ne chôme pas. Oui, j'ai beaucoup de patients. Non seulement j'ai beaucoup de patients, mais je ne fais aucune publicité. Je travaille que par relation de bouche à oreille et de résultats obtenus. Aucun d'entre nous n'est obligé de s'adresser à ces guérisseurs. En réalité, si beaucoup le font, c'est parce qu'ils en éprouvent un besoin réel. On dépasse un peu la notion de médecine de vie à l'heure actuelle. Les grandes maladies sont à peu près vaincues. On connaît les problèmes actuels du sida, des cancers qui ne sont pas résolus, mais la médecine a fait des progrès considérables ces dernières années. Toutefois, le confort de vie fait que les gens maintenant demandent à vivre leur corps un peu mieux. Et on arrive à la notion de médecine de confort. Et sous cet aspect, la médecine traditionnelle, la médecine hospitalière qui forme les médecins, ne répond pas à toute une somme de troubles fonctionnels dont se plaignent les patients. 40% des Français font appel à ces thérapies différentes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y en a 116. L'homéopathie, l'iridologie, l'acupuncture, le magnétisme, etc. Or, en France, l'exercice de la médecine est strictement réglementé. Pour la loi française, seuls les médecins diplômés ont le droit de pratiquer. C'est parce qu'il veut à tout prix protéger les patients que le système est en fait si rigide. Et c'est le cas de l'affaire de ce médecin, le docteur Tubéry. Beaucoup de ces malades estiment qu'ils lui doivent la vie comme l'enfant de ce couple qui est là pour en témoigner. Couple qui, vous allez le voir, et je crois que c'est légitime, souhaite garder l'anonymat. Nous n'avons pas voulu donner notre nom, non pas parce que nous n'avons pas le courage de nos opinions, nous avons par ailleurs beaucoup témoigné, mais simplement pour sauvegarder la vie privée et les possibilités de carrière de notre fille. Il faut savoir que pour la science, leur fille était condamnée à mort. Ma fille, il y a 10 ans, souffrait d'une leucémie, et les médecins nous ont dit que c'était une leucémie pro-lymphoblastique B, c'est-à-dire la plus aiguë, la plus cruelle. Ils m'ont d'emblée expliqué qu'ils arriveraient à obtenir une rémission, que 3 mois après, il y aurait une première chute et que leur corps mondial de survie ne dépassait pas 6 mois à 1 an. Une de mes collègues qui était médecin m'a donné l'adresse d'un centre où je pourrais avoir des renseignements sur des médecines non officielles, mais qui avaient certains résultats pour des maladies très graves. En particulier, j'ai donc obtenu l'adresse du docteur Tubéry, qui avait des résultats justement avec des leucémies. Sans la participation du docteur Tubéry, eh bien notre fille ne serait plus là. Et je dois dire en plus que non seulement elle ne serait plus là, mais nous n'aurions pas une adorable petite fille qu'elle a eu la joie d'avoir il y a 3 ans. Le docteur Tubéry, lui, a été poursuivi par la justice. Voici son histoire. 1959, il vient de terminer ses études de médecine. Il choisit alors l'Afrique et le Cameroun pour exercer. Je suis parti en Afrique simplement parce qu'il me semblait plus utile de travailler dans un pays où il y avait un médecin pour 50 000 habitants
plutôt que de rester dans un pays comme le nôtre où il y en avait déjà 1 pour 500. Et qu'il me semblait plus utile aussi de répondre à un véritable besoin plutôt que de créer un besoin pour assurer ma propre subsistance. Au Cameroun, Tubéry soigne des lépreux. Il découvre que certains sorciers locaux ont des remèdes plus efficaces que ceux de la science moderne. Je soignais en effet, comme beaucoup de médecins en Afrique, des lépreux. Et dans cette maladie, il y a deux formes. L'une qui se guérit assez facilement avec les médicaments habituels, et une autre qui ne se guérit pas, ou très difficilement, parce que des problèmes immuno-allergiques interviennent. Et j'étais comme les autres médecins, c'est-à-dire que je me contentais du rôle peu glorieux de couper, d'amputer des phalanges de doigts ou d'orteils qui bien sûr, qui se nécrosaient avec l'affection qui n'était pas jugulée. Et un beau jour, j'ai vu arriver un de ces lépreux dans sa forme lépromateuse, c'est-à-dire la forme grave, qui était totalement guéri de toutes ses plaies. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait, et il m'a dit que c'était un guérisseur de la montagne qui l'avait soigné. J'en ai conclu que ce guérisseur avait des choses supérieures aux miennes. Le docteur va chez le sorcier et lui demande de révéler le secret de ses remèdes. Il m'a dit, tu peux utiliser ce médicament quand tu seras revenu en France, mais essaye de ne pas t'en servir tant que tu es ici parce que ça me ferait de la concurrence. Mais il a accepté de me donner ses secrets. Voilà. Et nous sommes allés dans la brousse chercher les plantes en question. L'efficacité des médicaments du sorcier n'était pas pour le docteur Tubéry de la magie. Je peux affirmer que le phénomène que j'ai vu une fois était reproductible, puisque en demandant au tradipraticien s'il avait d'autres cas, j'ai retrouvé 7 à 8 cas de lépromateuse que j'avais en effet perdu de vue, qui avaient abandonné mes services puisque mes services ne servaient à rien, et que le guérisseur les avait mis en état de rémission complète. On ne voyait plus rien. J'ai constaté de mes yeux cette guérison. J'ai constaté donc qu'il s'agissait d'un phénomène reproductible et mesurable, donc scientifique. La découverte de ces nouveaux remèdes est accueillie avec indifférence par les institutions médicales. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. Le professeur Blanc, ancien professeur de médecine tropicale à Marseille, qui en 1925 avait trouvé le Rhavolfia serpentina qui était utilisé par les guérisseurs du Mali. Il les avait fournis à un laboratoire qui lui avait dit que voulez-vous qu'on fasse de ces feuilles. Jusqu'au moment où vers 1952-53, un laboratoire américain s'est aperçu de ce que dans ces produits-là, dans ces plantes-là, il y avait la base des traitements à la fois de l'hypertension artérielle et peut-être aussi de la chimiothérapie psychiatrique qui maintenant a fait des chiffres d'affaires énormes dans le monde entier et qui par conséquent a donné ses lettres de noblesse à ce Rhavolfia serpentina. Les deux plantes révélées au docteur Tubéry par le sorcier s'appellent l'Asiosiphon crocianus et l'autre Securidaca longuepedonculata. En 1967, le docteur Tubéry revient en France. Il entreprend alors des recherches chimiques sur la vertu des deux plantes avec l'aide du professeur Montand et d'autres scientifiques. Nous avons eu au départ quelques aides financières de certains organismes publics comme la Fondation de France qui nous a aidés à aller chercher les premiers lots de plantes en Afrique et d'autre part la Ligue française contre le cancer, au vu des résultats que nous avions eus avec les Juifs, nous a donné quelques petites subventions. Convaincu de l'efficacité de ces deux remèdes, le docteur Tubéry souhaite obtenir leur reconnaissance officielle, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministère de la Santé. En abrégé, cette autorisation se dit AMM. Nous savions que pour avoir une autorisation de mise sur le marché, il fallait à la fois une somme de travail et d'argent que nous n'étions pas capables de trouver. On estime actuellement que pour qu'un laboratoire puisse obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, il doit dépenser plusieurs millions de francs pendant à peu près une dizaine d'années. Pour financer cette dépense, le docteur Tubéry s'est adressé à presque tous les grands laboratoires pharmaceutiques. Aucun ne s'est intéressé aux remèdes qu'il leur proposait. Il est inévitable que les entreprises pharmaceutiques ne veuillent investir dans la recherche que si elles ont des chances d'en tirer certains bénéfices. Le résultat est évidemment d'abord une grande difficulté pratique pour le brillant inventeur qui aurait une idée géniale,
mais une difficulté pratique également dans le choix des recherches. Et il est inévitable, puisque nous sommes dans le monde de l'argent, qu'il y ait certaines immoralités. Les portes des laboratoires se ferment, les subventions cessent, le docteur Tubéry n'abandonne pas, au contraire. Avec l'aide d'une pharmacienne, il va essayer de comprendre comment ces plantes agissent, pourquoi elles renforcent les défenses immunitaires des malades, en particulier de ceux atteints de leucémie ou de cancer. Petit à petit, au fur et à mesure que nous avons constaté que les principes actifs n'étaient pas toxiques, ou avaient au minimum une toxicité très très faible, nous avons été amenés à l'utiliser à un usage humain. Beaucoup de patients, soignés par le docteur Tubéry, semblent alors connaître une guérison inespérée. Quand je regarde ma fille maintenant, de temps en temps, je me dis, j'ai devant moi le record mondial, puisque au départ, la chimiothérapie ne donnait qu'un espoir de vie, je vous dis, d'1 an maximum, représenté par une seule personne. Or, cela fait plus de 10 ans. J'ai donc connu cette jeune fille lorsque elle était en rechute d'une leucémie particulièrement grave pour laquelle il n'y avait plus de ressources thérapeutiques habituelles. J'ai commencé le traitement à base de ces produits issus de plantes africaines, avec l'intention d'ailleurs de continuer par une chimiothérapie classique, mais au bout de 10 jours de traitement par ces molécules issues de plantes africaines, j'ai eu l'agréable surprise de voir qu'elle était en rémission complète, c'est-à-dire dans une situation où l'on ne voit plus de cellules leucémiques et où la porte était ouverte vers la guérison. Ça n'a pas du tout été facile, ça n'a même pas été possible de faire tandem entre les deux thérapeutiques, d'une part de l'hôpital et d'autre part du docteur Tubéry, simplement parce que l'hôpital a refusé. Je dirais, ça m'a fait l'effet du jugement dernier. Quand vous voyez toute une équipe médicale qui, haut placée, je veux dire, sur une table très haute, et puis vous, sur une petite chaise, qui met une fille de 20 ans en demeure de choisir entre deux thérapeutiques, sans lui donner, sans qu'elle connaisse l'issue avec la thérapeutique classique, et qu'on fait pression pour qu'elle reste avec le traitement classique, on a absolument l'impression que les dés sont pipés, qu'on assiste à un arrêt de vie ou de mort. Mon mari avait été opéré à Purpan, on lui a ôté la rate parce qu'il souffrait d'une tricholeucocyte. Et après l'opération, on m'a prévenu qu'il n'avait plus que 6 mois à vivre parce que la moelle était prise. Et on a connu le docteur Tubéry qui était alors à Muret, on est allé le voir, il lui a commencé un traitement, il y a eu de l'amélioration et il a eu 10 ans de rémission. Les témoignages se multiplient, les autorités médicales restent sceptiques. Alors, quand on vient dire que tel malade a été soigné de sa leucémie, de son cancer, contre lequel la médecine s'était révélée inefficace, alors là, je voudrais bien avoir des preuves, je voudrais bien connaître un petit peu le dossier des malades. Le dossier d'Agnès, le voici. À gauche, une analyse appelée méliogramme de la moelle osseuse datée du 9 août 1980. Le taux de lymphoplasme est à 20. À droite, la même analyse datée du 19 août de la même année. Le même taux est passé à 3. Premièrement, je me réjouis que cette jeune fille ait guéri. C'est la chose la plus importante. Il faut tous que nous nous réjouissions qu'elle ait fait partie de cette catégorie d'enfants ou d'adolescents atteints de cette maladie qui est aboutie à une guérison. Et c'est la preuve, une des nombreuses preuves que nous avons déjà accumulées depuis très longtemps qu'on peut guérir d'une leucémie. Donc les futurs enfants ou adultes qui seront atteints de leucémie se verront forcément réconfortés par cette seule observation. Il faut dire aussi qu'elle n'est pas seule et qu'il y a beaucoup de leucémies que nous guérissons aujourd'hui. Deuxièmement, je pense que la guérison après 10 ans peut être considérée comme définitive. C'est très important. Donc, encore un élément de réjouissance. Maintenant, et c'est la question qui importe peut-être le plus aujourd'hui dans cette émission Le glaive et la balance, pourquoi est-elle guérie? Comment a-t-elle guéri? Est-ce qu'elle a guéri avec les médicaments traditionnels? Est-ce qu'elle a guéri
avec des médicaments traditionnels plus des médicaments ajoutés, non traditionnels, je n'en sais trop rien. Alors, puisqu'il n'y a pas concurrence avec la médecine officielle, pourquoi ne pas accepter ces thérapies interdites? On peut punir un médecin qui utilise éventuellement des médicaments dont l'efficacité n'est pas prouvée, même s'il croit faire bien en le faisant, parce que ce faisant, il ne prescrira pas une thérapeutique plus classique et dont les effets, eux, sont parfaitement maîtrisés, connus, sus et donnent des résultats que l'on connaît. Quand quelqu'un a un accident brutal en urgence, on ne pense jamais à appeler les médecines parallèles. Très simple. Quand il y a une maladie manifestement grave, avec des symptômes lourds, là aussi, la référence unique est la médecine institutionnelle. C'est lorsque la médecine institutionnelle a échoué en apparence que se pose le problème du recours aux médecines parallèles. Bon, l'hépatite virale est une maladie où il n'y a pas un médicament connu, scientifiquement, qui fasse des miracles. Hein. Et quand le docteur Tubéry a ordonné cette tisane, on a essayé et sans problème, quoi, hein. Ça ne pouvait pas faire de mal, comme on dit. Et effectivement, après coup, on peut constater que la guérison a été rapide. Un confrère de Dijon prescrit à l'un de ses patients les médicaments mis au point par le docteur Tubéry sans s'entourer de toutes les précautions nécessaires. Averti, le ministère de la Santé saisit la justice. J'ai été amené à m'occuper du dossier du docteur Tubéry tout simplement parce que le ministère de la Santé s'était inquiété de la diffusion de certains produits de préparation magistrale, dont le remboursement avait été d'ailleurs demandé à la Sécurité sociale par certains patients. Le 26 février 1981, le docteur Tubéry est arrêté à son cabinet par 6 policiers accompagnés de représentants du Conseil de l'ordre de la médecine, du Conseil de l'ordre de la pharmacie et du ministère de la Santé. Lorsque j'ai vu arriver les policiers, j'ai compris que c'était une affaire de nos médicaments. Mais j'ai cru d'abord qu'il s'agissait d'un malentendu, puisqu'on avait l'impression qu'ils allaient se saisir de la bande d'Al Capone, et que, ma foi, nous étions un médecin, quelques petits chercheurs dans le laboratoire, que ce déploiement de force me semblait un peu déplacé. La garde à vue du docteur Tubéry s'explique par le fait qu'il s'agit d'une procédure normale, entre guillemets, et que par conséquent, comme dans toute procédure, la police dispose des pouvoirs d'investigation traditionnels, et qu'on ne savait pas à l'origine, évidemment, si il y avait derrière cette affaire un aspect, disons, d'escroquerie, de détournement de fonds au préjudice de clients, enfin de charlatanisme, disons. On le connaissait déjà bien et on a été révoltés, tout de suite, révoltés. On ne peut pas admettre que on mette en prison quelqu'un qui ne veut que le bien de l'autrui. Ça, c'est affreux, c'est affreux. Ça a permis de démontrer immédiatement que précisément il n'y avait pas de reproche à lui faire sur le plan de l'honnêteté et de l'honorabilité. Après 24 heures de garde à vue, le docteur Tubéry est remis en liberté et l'instruction continue. Le Code de la santé publique prévoit donc d'interdire la vente de remèdes secrets, prévoit des conditions particulières pour ouvrir un laboratoire, par exemple, pour conditionner les médicaments. Et à partir du moment où il y a infraction pénale, donc la justice peut être saisie. Les termes tellement malveillants que le haut fonctionnaire du ministère avait mis dans son rapport d'accusation m'ont indiqué que on allait nous reprocher des choses très lourdes, qui bien entendu n'existaient pas, mais que plus tard j'ai compris qu'on voulait, comme on dirait vulgairement, notre peau. En 1981, l'élection de François Mitterrand et la loi d'amnistie interrompent les poursuites judiciaires contre le docteur Tubéry. L'affaire Tubéry est une œuvre inachevée, je dirais, comme celle du docteur Tubéry lui-même, puisque le dossier a été clôturé par une décision de non-lieu, dans la mesure où les faits qui n'étaient susceptibles que d'être sanctionnés par une peine d'amende étaient amnistiables. Restait à connaître la décision du Conseil de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne. Le Conseil de l'ordre a été saisi de manière parallèle. Je ne sais pas exactement qui l'a saisi.
mais le Conseil de l'Ordre est une instance juridictionnelle, d'ailleurs dans ce domaine-là autonome, et de ce point de vue-là, il a eu sa propre primeur, je dirais, il s'est saisi lui-même de cette affaire, et je crois savoir qu'il n'a pas cru devoir sanctionner le docteur Tubéry pour ses activités. Aujourd'hui, il existe une association de type 1901 qui distribue les médicaments du docteur Tubéry. Cette association a été créée par des anciens malades qui étaient choqués de ce qu'on ne puisse pas avoir ces médicaments sans mettre en danger, si vous voulez, la liberté et le fonctionnement professionnel de médecins et de pharmaciens qui s'étaient en quelque sorte mouillés dans cette affaire. On peut d'autant plus se poser de questions que tous les médicaments qui ont reçu l'AMM n'offrent pas toutes les garanties. Le problème, c'est que dans le domaine du médicament, l'État ne fait pas son travail. Les choses sont claires. Puisqu'il y a des médicaments qui sont totalement obsolètes, qui sont encore sur le marché. Alors, le tout est de savoir, c'est donc un problème de pouvoir politique et de décision politique et de courage politique. Faudrait-il encore que les gouvernants, que ce soit d'ailleurs de droite ou de gauche, prennent des décisions courageuses. L'aspirine, actuellement, ne devrait pas être figurée parmi les médicaments remboursés, parce que dans certaines circonstances, l'aspirine est responsable de malformations dans les portées des rats. Il y a des nouveaux-nés rats qui sont malformés lorsque les parents ont pris de l'aspirine. Donc, c'est un test qui actuellement interdirait l'autorisation de mise sur le marché de l'aspirine. Mais ce qui prouve l'extraordinaire difficulté d'établir l'innocuité d'un médicament et surtout son efficacité. Le docteur Tubéry a pris un minimum de risques. Il n'a prescrit ces remèdes qu'à des malades réputés incurables. Tubéry n'a plus été poursuivi ni par la justice ni par l'ordre. S'impose alors cette question. Elle me paraît couler de source. Pourquoi ne pas assouplir et l'utilisation de remèdes nouveaux et la loi? Lorsque la justice ne peut pas appliquer véritablement les textes, il faut les modifier. On l'a vu notamment avec le problème de l'avortement. Bon, aujourd'hui, peut-être que la définition du monopole médical telle qu'elle a été faite voici presque un siècle ne cadre plus exactement avec les exigences du temps. L'affaire Tubéry est exceptionnelle, car si les médicaments prescrits n'étaient pas reconnus officiellement, le praticien, lui, était docteur en médecine. Le plus souvent, les thérapies différentes sont exercées par des non-médecins. J'ai commencé des études de médecine à l'âge de 33 ans et j'ai été d'ailleurs très rapidement évincé de la faculté, car dans les conditions actuelles de la faculté de médecine, pour faire de la médecine, il ne faut pas connaître l'anatomie, il faut connaître les sciences physiques, c'est-à-dire il faut connaître la biophysique et la biochimie, les statistiques. Comment font les médecins pour pratiquer une médecine physique? Car on leur demande des statistiques, de la chimie, de la physique, où est l'anatomie, base même de la médecine. L'Organisation mondiale de la santé a dénombré à peu près 116 thérapies différentes. Parmi celles-ci, certaines sont très anciennes, comme le magnétisme. Je suis magnétiseur depuis 1968, en commençant très progressivement. Alors on m'a dit que j'avais un don de guérison. Je n'ai pas eu de formation particulière pour être magnétiseur. On m'a simplement dit que j'avais un don et j'ai commencé à soigner autour de moi. Pour soigner, j'entre en résonance avec le patient. Je ressens dans mon corps les endroits que je dois soigner. Je soigne beaucoup par point d'acupuncture que je ressens dans mon corps. Je ne connais pas l'acupuncture, je la vis dans mon corps. C'est-à-dire que j'ai mal sur tous les points qui ont besoin d'être stimulés ou massés. Je ressens aussi les endroits qui ont besoin d'être magnétisés. Je ressens les endroits malades sans pouvoir dire ce qu'il y a. C'est-à-dire que je n'ai pas de diagnostic. D'où l'intérêt de travailler d'ailleurs avec des médecins. Je ne considère pas qu'on est en concurrence avec les médecins, on est complémentaires. Et le médecin a une démarche scientifique, moi j'ai une démarche intuitive. Donc on est tout à fait complémentaires. J'ai une démarche en plus énergétique, puisque c'est une transmission d'énergie. Autre thérapie, l'iridologie.
nous ne pouvons pas dire que nous établissons un diagnostic. Le diagnostic se fait sur des analyses médicales, il est réservé aux médecins. Nous faisons un bilan que nous avons coutume d'appeler bilan de santé, et pour ne pas confondre le bilan de santé classique, nous appelons cela un bilan de vitalité ou un bilan énergétique. Alors suite à notre bilan IRIA, nous avons effectivement vu la qualité du terrain, qui est une qualité de terrain acide. La première chose que nous pouvons dire, c'est que c'est un bon terrain de base. Le petit inconvénient, c'est une vision d'un métabolisme un peu perturbé sur le plan métallo-enzymatique, donc une difficulté de fixer vos minéraux. C'est ce que l'on appelle en médecine en général le terrain de spasmophilie. Alors nous débloquons actuellement une structure crânienne, une structure épiphysaire sur le plan énergétique, c'est un point qui lui correspond. Bien, nous allons faire un petit traitement de sympathicothérapie afin de relaxer, de détendre l'ensemble du système nerveux, de faire une régulation neurovégétative. Ce n'est pas douloureux, détendez-vous bien, voilà. Nous avons un stylet qui est sur un point de régulation neurovégétative. Vous sentez déjà, vous vous décontractez? Voilà. On va mettre le deuxième, voilà. L'exercice de la médecine est réservé en France aux seuls docteurs en médecine. Qu'advient-il de tous ces gens qui appliquent des thérapies différentes? Le cas de Guy Roulier, un ostéopathe d'Angers, ce qui n'est pas une spécialité reconnue par la médecine, et vous allez le voir, exemplaire. J'ai eu plusieurs formations d'ostéopathie. J'ai commencé par l'Angleterre en 1970 et j'ai eu un diplôme après des études relativement courtes. Je me suis ensuite inscrit dans une école française, l'Institut William Garnett Sutherland, et au bout de 5 années d'études, c'est-à-dire 1200 heures de cours, j'ai obtenu un diplôme d'ostéopathe, passé devant un jury international. 1980, Guy Roulier s'installe à Angers. Moins d'un an après le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Maine-et-Loire lui intente un procès devant le tribunal correctionnel d'Angers. Il faut savoir que le texte qui régit l'exercice de la médecine en France est un texte général qui permet des poursuites pénales devant le tribunal correctionnel dès qu'il est constaté le traitement d'une affection réelle ou supposée par n'importe quel moyen. À partir du moment où vous donnez un conseil à un voisin, à une voisine de prendre tel ou tel médicament à la suite, par exemple, de maux de tête, eh bien vous commettez le délit d'exercice illégal de la médecine. Lors de mes différents procès, j'ai toujours été accusé de la même chose. On me reprochait d'exister. Très rapidement, il a eu une clientèle relativement importante grâce à ses compétences et aux connaissances techniques qu'il avait acquises après une formation approfondie. Et l'Ordre des médecins d'Angers s'est préoccupé de l'importance de sa clientèle et a très vite alerté le parquet pour que des poursuites soient engagées devant le tribunal correctionnel. Que reproche-t-on à Roulier? D'exercer l'ostéopathie, donc d'être